Moi, je dirais que, comme tout le monde de ma génération, j'ai ma sensibilité d'écologiste. Je pense qu'on est la génération où on a vu la pollution émerger. Mon père a un peu connu ça, ma mère, mais c'est vraiment notre génération qu'on vit le choc du futur. On appelait ça dans le temps du cégep le choc du futur. On a vécu ça, nous autres, le choc du futur. Il y a des enjeux importants. Comme tout le monde, j'ai cette sensibilité-là. Je me souviens très bien que le jour où ma femme accouchait de mon premier fils, dans la salle d'attente attenante à la salle d'accouchement, il y avait un magazine d'actualité, puis c'était marqué « Y a-t-il un avenir pour cette planète? » Puis là, tout à coup, j'ai 25 ans, je suis père de famille, je deviens père, et je me dis « Oh boy, j'ai quand même une responsabilité nouvelle que mon père n'a pas eue le jour de ma naissance. Il n'y avait pas cette préoccupation-là. » Fait que je suis saisi de cette question-là, mais j'ai 3 enfants, je fais des shows, je tiens un théâtre à bout de bras, j'ai une vie d'artiste qui n'est pas payante, qui fait que je suis obligé de mener une double vie à la télévision pour gagner ma vie. J'ai pas beaucoup de temps pour militer. Je suis comme tout le monde, là. Je recycle, j'essaie de faire ma part, mais bon. Ça dure un certain temps jusqu'à ce que j'atteigne une sorte de sommet dans ma carrière à Las Vegas, où j'ai présidé à la grande rencontre des Beatles puis du Cirque du Soleil avec un budget de spectacle de 150 millions, où je me suis vraiment éclaté comme individu, comme artiste. J'ai eu un plaisir immense. Et chaque jour, quand j'allais créer le show à Las Vegas, je traversais 5 ou 6 terrains de golf au milieu du désert. Et je vivais de plus en plus durement le fait que il y avait une partie de moi-même qui s'accomplissait bellement au milieu d'une Babylone sans nom. Qui gaspille de l'eau. Écoute, Las Vegas, sans l'air conditionné, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une invention de l'énergie qui permet tout à coup de faire un gros party au milieu du désert au prix d'un gaspillage d'eau d'énergie et de bouffe. C'est la ville du gaspillage. Je vis difficilement avec cette espèce de contradiction-là. Puis au lendemain de la première de mon show à Vegas, je m'en vais avec ma famille dans les grandes forêts de séquoia en Californie, puis je m'en vais comme embrasser les arbres. Là, j'ai comme une espèce de besoin de me recoller à la nature. Je rentre à la maison et je passe l'été à planter des arbres, à jouer à l'homme qui plantait des arbres. Puis là, tu sais, quand tu plantes un arbre, il y a un petit rituel, il y a un côté très, tout à coup, tu n'es pas en représentation, tu es en train de faire un geste, somme toute, aussi insignifiant qu'un spectacle de théâtre. Tu dis, bon, à quoi ça sert planter un arbre? C'est un spectacle pour dans une génération, 2 générations. Mais je suis très réconcilié avec moi-même à poser ce geste-là. Je me rends compte de 2 choses, de l'utilité dans ma vie du film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres, qui tout à coup se met à avoir une influence extrêmement concrète dans ma vie, et je te dirais ma vie d'artiste professionnel, mais ma vie de très, je ne veux pas dire spirituelle, mais très intérieure. Ça me réconcilie avec moi-même d'être en train de planter un arbre. Un jour, sur cette terre-là, les gazières débarquent. Les gazières viennent dire à un village où j'habite depuis plusieurs années, où j'ai élevé ma famille, on vient, les villages en deuil de leur jeunesse, des villages qui se sont vidés de leur prospérité, de leur jeunesse, et là, tout à coup, les marchands de prospérité arrivent en disant, il y a de la belle business qui s'en vient, il y a des belles jobs à 25$, des jobs qui vont garder les jeunes, et les gens sont extrêmement sensibles aux créateurs d'emplois puis aux marchands de prospérité. Mon beau-père, qui est un saint homme de 80 quelques années, ancien ingénieur minier, il me dit un après-midi, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du gaz ici, mais le moyen de le sortir est extrêmement difficile. Maintenant, ils viennent de trouver une technique pour le sortir, et il faudrait peut-être les surveiller parce que ça peut être salaud. Le mardi d'après, il y a une rencontre au village, en arrière, à Saint-Édouard-de-Lotbinière, où je m'en vais assister à la plaidoirie, à la présentation, par André Caillé, un ancien héros, le président d'Hydro-Québec. On se souvient d'André Caillé avec son col roulé, qui parlait au bon peuple dans la crise du verglas. Il y avait l'étoffe d'un héros. Et là, visiblement, il est passé de la fierté nationale de l'énergie propre à une énergie un peu plus compromettante, pétrole et gaz. Il est président de l'Association des gazières pétrolières, et il vient nous dire à quel point, là, on est assis sur un pactole et que c'est merveilleux. Et moi, j'ai fait ma petite recherche avant de me présenter à la rencontre, et je vois, je ne suis pas spécialiste en pétrole et en gaz, mais je connais bien les mises en scène. Et là, je vois tout le spectacle qu'il nous offre pour nous vendre sa salade, et je suis foudroyé d'indignation. Ça a été pour moi une sorte d'épiphanie de
de choc culturel où tout à coup le pétrole et le gaz, dans ce qu'ils ont de mortifère, débarquent dans ma réalité. Et là, je suis aux prises avec le dilemme de... Il y a des gens qui ont besoin de travailler. Il y a des gens qui croient que c'est la voie de la prospérité, que c'est que la croissance, que le brassage d'affaires que ça peut amener, ça va entraîner des jobs et ça va être pour le mieux. Mais il y a aussi des gens qui disent cette extraction-là, elle peut compromettre la qualité de l'eau potable qu'on boit, la qualité de l'air qu'on respire, la qualité des terres dont on se nourrit. On est en plein milieu agricole. Et dans ma réflexion, dans mes recherches, je constate aussi que non seulement il y a des impacts locaux évidents ou des risques d'impact évidents négatifs, mais que aussi la combustion du pétrole et du gaz, je découvre ça, là, je le sais comme tout le monde, mais là, tout à coup, je le vis durement que la combustion du pétrole et du gaz sont les principaux agents de la dégradation du monde dans lequel on vit. Et que la raison scientifique nous dit, d'une part, je le découvre en 2010, depuis des années, on nous dit qu'il faudrait laisser dans le sous-sol 80% des ressources connues en pétrole et en gaz. Donc ça, c'est ce que la raison scientifique nous dit. Puis en même temps, les héros de la croissance nous disent « Hey, on extrait ça, là, puis c'est la prospérité. » Et là, je découvre à quel point le Canada a modifié son économie depuis une génération en fonction du développement pétrolier. Et qu'effectivement, on assoit le partage d'une certaine richesse sur les profits que l'industrie du pétrole du nord de l'Alberta nous apporte. Et là, bien, il y a une émanation de ça qui, grâce à la fracturation hydraulique, peut venir envahir le territoire du Québec, en partie, la vallée du Richelieu, la vallée du Saint-Laurent, où moi j'habite. Et donc, par l'extraction du gaz de schiste, et donc ce conflit-là me fait me rendre compte que je suis le contemporain d'une inquiétude où on est à la croisée des chemins. Et il y a un chemin, le chemin qui est celui de la tendance lourde que depuis des siècles on a emprunté, c'est-à-dire qu'on extrait des ressources, on les métamorphose, on les met sur le marché, on les consomme. Ça a permis, ce développement-là, une hausse de la qualité de vie extraordinaire. Le pétrole et le gaz nous ont donné comme civilisation une énergie qui a permis de repousser la famine dans le monde, l'alimentation. Il y a eu un boom agricole grâce à la pétrochimie extraordinaire. Ça nous a rendus plus forts, plus rapides, capables de déplacer des montagnes, d'extraire. On est devenu extrêmement puissant grâce au pétrole et au gaz. Mais par ailleurs, on est en train de remettre en question les conditions mêmes qui ont permis la création de la vie sur Terre. Et ça, on est les contemporains de ça. Alors, quel équilibre on trouve entre le chant des sirènes qui nous dit il faut aller par là parce que c'est la prospérité, la croissance, mais en même temps, c'est la dégradation du monde dans lequel on vit. Et comment on peut répondre à ça en disant il y a un mode de vie différent, autre, qui devrait nous amener vers un monde soutenable, qui respecte les limites de la planète. Là, je constate qu'on est rentré dans l'ère de ce que les scientifiques appellent l'énergie extrême, le pétrole extrême ou le gaz extrême. C'est-à-dire qu'au moment de l'abondance du pétrole, ça prenait un baril de pétrole pour en récolter, en énergie, là, pour en récolter 100. Aujourd'hui, dans le nord de l'Alberta, tu investis un baril de pétrole en énergie pour en récolter 2. Donc, la dépense énergétique, elle ne respecte pas les limites de la planète. Champlain, quand il est arrivé ici en 1608 ou au début du 17e siècle, il est encore en train de cartographier le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on sait que les limites, on y touche. Et on est en train d'excéder les limites de la planète. Donc, il y a un équilibre à trouver entre notre mode de vie, notre façon de prospérer, qui a bien fonctionné depuis plusieurs années, même s'il y a eu, ça a été, oui, une source d'inégalité, puis l'utopie socialiste est née à un moment donné pour répondre aux excès d'un capitaliste qui pouvait être mortifère déjà dans la révolution industrielle. Ton sentiment d'urgence, toi, tu bouges, ça t'a touché, toi, ta famille, mais ta communauté, puis tout le Québec rural a réagi, ça a été puissant, ce mouvement-là. Oui. Contre les gaz de schiste. C'est sûr que pour moi, ça a été ce qui était extraordinaire. Moi, j'ai eu l'impression d'assister, de participer, mais d'assister, de me faire donner une grande leçon de démocratie quand l'industrie du gaz de schiste est débarquée, parce que tout à coup, dans des assemblées de cuisine, puis rapidement dans des assemblées municipales, mais dans les bureaux des ministres, sur la rue, se sont retrouvés des gens qui n'avaient pas nécessairement rapport ensemble. Moi, je fais des shows, je travaille avec des artistes, des techniciens, des machinistes, des concepteurs, mais ma gang, c'est les artistes.
Et là, tout à coup, j'étais avec des producteurs laitiers, des producteurs maraîchers, des plombiers, des chômeurs, des ingénieurs, des artistes. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, qui ne nous rassemblait pas au préalable, c'est-à-dire la valeur sacrée qu'on va accorder à l'eau qu'on boit, à l'air qu'on respire, puis à la terre dont on se nourrit. Et non un mirage dans le désert gazier. Et non pas un mirage dans le désert, exactement. Donc, et là, moi, je me suis rendu compte, ce qui me semblait a priori une espèce de corvée de devoir, là, bon, je vais aller faire ma BA, là, je vais aller militer là, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse les ralentir et ultimement les stopper. C'est devenu une grande source de bonheur, de joie, de fierté de me dire, mon Dieu, la fraternité existe encore, on est très atomisés, on est devenus des individus, on est souvent très jaloux de notre liberté individuelle, on a perdu jusqu'à un certain point le sens commun, le sens du collectif, et là, devant ce défi-là, tout à coup, les hommes et les femmes se rassemblent, retrouvent ensemble le partage de valeurs sacrées, en disant, non, au nom de l'eau qu'on boit, puis on le voit là en Abitibi. Tu sais, on est tous d'accord, c'est un beau défi, c'est un beau problème, là, le truc de minotier. On veut des autos électriques. On veut se sortir du pétrole et on a besoin de lithium pour des voitures électriques qui devraient donc nous aider globalement à s'éloigner du pétrole. Mais par ailleurs, on voit bien que la voiture électrique n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'il y a une empreinte écologique qui est liée à la voiture électrique, même si au Québec, indéniablement, il n'y a aucun doute à se dire qu'on devrait tout être en char électrique, ça serait un net progrès. En 5 ans, on élimine l'impact de la fabrication. Bon. En même temps, là, sur le bord de Saint-Mathieu, de la rivière, il y a un escaire, il y a une des sources, tout le monde connaît l'eau ESCA au Québec, une des sources d'eau potable les plus pures au monde, et peut être menacée par une entreprise qui va extraire du lithium. Pourquoi? Pour fournir les chars électriques, mais d'abord et avant tout pour donner du rendement aux actionnaires. Et ça, la philosophie politique qui est au pouvoir présentement, la grande valorisation, c'est le rendement aux actionnaires à la fin du mois. Mais il y a d'autres valeurs importantes que ce rendement-là. Ce rendement-là, l'obsession de cette croissance-là qui amène du rendement à la fin du mois, à la fin de l'année, est en train de mettre en péril la suite du monde dans lequel on vit. Et la consommation de bidules qui ont besoin de lithium, c'est pas juste les véhicules. Les téléphones, tu sais, on est tous drogués. Là. Moi, je suis là, j'en consomme du lithium. Le lithium est rentré dans ma vie, il était probablement pas là. De le faire bien propre au Québec ou en Afrique, en Amérique du Sud? Bon, alors c'est des vrais débats. Alors moi, ce que je dis, après réflexion, je me dis, on peut-tu mettre la connaissance au milieu de la table? Toi, tu es un ingénieur minier, toi, tu es un investisseur, moi, je suis un citoyen, l'autre, il vit là. On peut-tu, avec des esprits avisés, mettre en commun? Dire, très bien, on a un défi, là, on aime tous nos téléphones cellulaires, on a besoin de lithium. On va avoir notre BAP, on parlait de ça avec Louisine tantôt, le BAP va siéger là-dessus. Mais pourquoi on va l'avoir, le BAP? Le BAP, on va l'avoir parce qu'il fut un temps où on a décidé démocratiquement, collectivement, qu'on allait se donner cette institution-là, le Bureau d'audience publique en environnement. On a mis à la tête de ces gens-là, moi je l'ai vécu, j'ai fait mes classes au BAP dans l'industrie du gaz de schiste, je l'ai très bien connu, cette nouvelle, j'ai découvert cette institution fièrement. Je me disais, mon Dieu, on a accès à une mine d'or de connaissances, c'est un lieu d'échange, et on espère que la raison va prévaloir. Mais le président du BAP à l'époque, Pierre Renaud, est aujourd'hui lobbyiste, représentant de la compagnie minière, et il suggère à la compagnie minière, il conseille de se donner des critères d'exploitation qui vont lui permettre de se soustraire à l'autorité du BAP. Pas pour réduire le risque. Et moi, je n'admets pas cette hypocrisie-là. Je n'admets pas que ça prévale. Je n'admets pas qu'on délègue. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Une fois ou 4 ans, on délègue on élit des représentants. Pour protéger l'intérêt public, être les gardiens de l'intérêt public ou du bien commun. Je n'admets pas que des institutions démocratiques soient perverties par des gens qui, au pouvoir, connaissent bien les règles pour pouvoir les contourner et ne pas servir l'intérêt public et privilégier l'intérêt d'actionnaires qui veulent du rendement. Alors moi, ce que je demande, c'est que la raison scientifique, puis qu'on assiste à des débats d'experts. Les scientifiques ne sont pas toujours d'accord, mais au moins mettons sur la table, clairement, avec transparence, la connaissance des enjeux. Tu veux extraire du lithium? Moi, j'ai besoin de lithium. Dans quelles conditions ça va se faire? Puis c'est quoi les risques? C'est quoi les avantages?
Et que sur cette base-là, on peut se dire, ben voici le contrat qu'on va passer entre les consommateurs de lithium, les citoyens qui vivent directement avec les impacts, globalement les citoyens de la planète qui vont vivre aussi avec des impacts de combustion. La pollution n'a pas de frontières. Bien sûr, il y a des impacts locaux quand une industrie débarque, mais on sait que globalement, il y a des émissions. Un des drames contemporains qu'on vit, c'est que les plus pauvres de ce monde qui ont le moins d'émissions sont les premières victimes des émissions de ceux qui se sont servis ou qui continuent de se servir en exploitant indûment les ressources de la planète. Il y a un déséquilibre qu'on ne peut pas ignorer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut dire, on laisse faire. Moi, j'ai trop de spectacles à faire. J'ai un contrat en Chine avec le Cirque du Soleil, j'ai un contrat à Las Vegas. Je suis tellement occupé à faire de tellement belles choses que je n'ai pas le temps de m'en occuper. Alors, je fais confiance à mon gouvernement. Mais je ne peux pas faire confiance à mon gouvernement. Nos gouvernements n'ont pas l'autorité aujourd'hui pour pouvoir en imposer au lobby du pétrole et du gaz. Donc, on a besoin que les citoyens s'interposent. Là, qu'est-ce qui fait que tu consacres une année complète à ça? Tu ne travailles pas cette année? Moi, je me suis commis pour 2 ans, mais sincèrement, moi, je suis un privilégié. Qu'est-ce qui t'a déclenché cette fois-ci? Ben, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est un processus de longue maturation. Je te dirais que ça a probablement commencé le jour de la naissance de mon premier fils, il y a 30 ans. Ce choc-là, cette prise de conscience qu'il y a une suite du monde après moi, que moi j'ai la responsabilité de mettre des enfants au monde. Je suis très heureux de vivre sous l'influence d'enfants, de la jeunesse, dont l'avenir est compromis par ma façon de produire et de consommer. Alors, j'ai ce problème de conscience-là, et tout à coup, je pense que l'automne dernier, j'ai pris un certain temps, j'ai pris plusieurs mois de réflexion, me payer à la traite aussi, mais j'ai arrêté de militer, puis j'ai arrêté de créer des spectacles pendant 1 an. J'ai voyagé, j'ai jardiné, j'ai beaucoup lu, beaucoup écrit. J'ai pris le temps de vivre un petit peu un temps d'exil ou en marge du monde, à réfléchir sur le sens de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de faire des spectacles? Est-ce que je continue de militer? Quel impact que j'ai? Est-ce que mes spectacles peuvent avoir une incidence sur la suite du monde? Tu sais, moi, j'aurais pu faire l'Opéra Rock sur le gaz de schiste en 2010, puis j'aurais eu bien du fun, on aurait vendu des tickets, puis j'aurais fait un grand succès. Je ne suis pas sûr qu'avec ce spectacle-là, j'aurais arrêté, j'aurais contribué, comme je l'ai fait, à stopper l'invasion de l'industrie. Donc, je suis aux prises avec ce genre de questions-là, et je suis un privilégié. Moi, j'ai gagné le jackpot à Las Vegas, je suis riche, j'ai de l'argent. Donc, j'ai les moyens, j'ai le temps. Il y a des gens qui doivent gagner leur vie, qui n'ont pas le temps de s'informer, de militer, de s'investir, comme moi, j'en aurais l'opportunité. Fait que ça devient aussi, c'est un problème de riche, tu me diras, mais ça devient aussi une sorte de problème de conscience. Puis au bout du compte, l'automne dernier, il y a un théâtre qui m'invite à célébrer ses 50 ans en me disant, ben, tu fais ce que tu veux un soir au théâtre. Puis je dis, ben, je vais aller faire un exercice que je n'ai pas fait depuis l'âge de 17 ans, je vais aller me confesser. Et là, j'ai écrit pendant quelques mois mes confessions. Je ne vais pas aller dire ça, je ne vais pas aller tout raconter au public, mais je suis allé faire part de mon questionnement de citoyen, d'artiste, sur la base de ces questions-là. J'ai des fils, mes enfants étaient là, ma femme, ma famille, les amis du milieu artistique, des gens du cirque, des militants, des philosophes, des amis à qui je faisais part de mon interrogation. C'est 2 semaines après l'élection de la CAQ. Alors, la démocratie au Québec vient de dire, nous élisons le parti politique qui est le dernier de classe en matière d'environnement. Alors, moi, je prends acte. Très bien. Là, le peuple vient de parler, c'est la sanction du peuple, on a soif de changement. J'entends aussi mon premier ministre qui dit, on n'était pas les premiers de classe, mais on a entendu le message. On a entendu la rue. La planète s'invite là, au Parlement, dans la campagne, et puis ça commençait à bouillonner au cœur de l'automne. Il y a l'appel du secrétaire général des Nations Unies à la mi-septembre qui dit « J'en appelle à la société civile ». 2 semaines après, nous, la société civile, la démocratie, elle élit la CAQ. Le premier ministre Trudeau, qui a été élu sur la base d'opérer un virage par rapport à l'ère conservateur pétrolière de Harper, en disant « Nous allons cesser toute subvention à l'industrie pétrolière ». Et il n'est pas capable de tenir sa promesse. C'est-à-dire que la démocratie qui l'a porté au pouvoir n'a pas l'autorité que le lobby gazier et pétrolier peut avoir sur lui. Alors, on achète, on finance, on subventionne, à même nos taxes et nos impôts, l'achat de pipelines dont l'industrie ne veut même pas. On vient de sanctionner au fédéral, le premier ministre Trudeau, l'achat de 7000 wagons-citernes pour transporter davantage de pétrole vers l'Est sur un territoire qui a brûlé vif 60 de nos concitoyens. Et moi, ça m'indigne. Je n'admets pas que ces décisions-là se prennent en mon nom.
Et j'ai le temps de me dire, ben moi, je me lève debout puis je m'interpose pour dire non. Je pense qu'il y a un endroit où il faut s'indigner, il faut stopper, il faut revendiquer, il faut dire, il faut constater l'alerte, il faut dire non, ça n'a pas de bon sens. Puis aussi être en mode solution. Donc, aller à la rencontre de gens qui disent, ben, vous savez quoi? Il y a des autobus scolaires électriques possibles au Québec. Il y a des Ford 150 électriques possibles au Québec. Donc, c'est pas des solutions parfaites, mais il y a des gestes qu'on peut poser qui nous amènent dans le sens de la transition. Parlons des priorités. Qu'est-ce que le citoyen peut faire? Et tu ne veux pas nous confier une petite culpabilité. Qu'est-ce qui t'a mené à ton propre comportement? Qu'est-ce que tu as remis en question? Moi, j'ai envie de croire que... Je pense honnêtement que ce qui me donne la souveraineté la plus forte, la conviction la plus forte, c'est le geste que j'ai posé en plantant. Chaque année, je distribue 2000 arbres, puis je plante des arbres. Et dans ces moments-là, je me sens souverain sur le territoire que j'habite. Et ce rituel-là, cette pratique-là me donne beaucoup de souveraineté face aux plus grandes que ce monde. Ce qui fait que je suis capable après ça d'aller voir le premier ministre, d'aller voir le propriétaire de la compagnie minière et dire « Je m'excuse, mais moi, j'occupe ce territoire-là. » Je voulais te demander s'il y avait du John Lennon en toi, mais du Frédéric Bach aussi, que j'ai bien connu, qui était tellement gentil, M. Bach. Pour moi, Frédéric Bach, c'était sûrement comme une espèce de bénédiction. Là. Je l'ai fréquenté à l'époque du printemps 2012. En fait, j'avais le rêve un peu fou qui ne s'est pas tout à fait réalisé comme ça, mais on a réalisé, le jour de la Terre 2012, Frédéric Bach est venu au coin des Pins et de l'avenue du Parc semer un gland, planter un chêne avec un enfant. Et ensuite, 250 000 personnes se sont rassemblées au point où Frédéric Bach avait planté son chêne pour former une main humaine qui pouvait aussi avoir les allures d'un arbre. Frédéric Bach, c'est la source de mon espérance. LCA Bouffier, il arrive à métamorphoser une terre désertique en un petit paradis sur terre. Il ramène la vie, il ramène l'eau, il ramène la faune, par la patience d'un homme qui, en toute solitude, va planter des arbres pendant des années, des années, des années. Moi, j'ai entrepris de planter une chênaie, de faire, sur un pit de sable sur le bord du fleuve, de faire émerger une forêt de chênes. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai fait des très beaux shows dans ma vie, mais une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir eu l'opportunité, l'occasion de planter une forêt, et ça, je le dois à Frédéric Bach, c'est sûr. Et ça me donne énormément de souveraineté, de liberté. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Sincèrement, là, je pense qu'on peut tous poser nos petits gestes, et qu'on doit le faire. Puis qu'il y a probablement dans une série de gestes, s'ils sont bien posés, on peut être une partie de la solution. Je ne sais pas quel pourcentage on représente de la pollution ou de la combustion, du pétrole et du gaz, ou de la pollution en général, mais on pose des gestes polluants, répréhensibles, puis on est capable de changer nos comportements, dans la façon de se transporter, dans la façon de s'alimenter, la façon de bâtir nos maisons, de les chauffer et le reste. Il n'en demeure pas moins que les grands changements, ils vont venir des gouvernements. Et présentement, les gouvernements n'ont pas l'autorité, face à la puissance du capital, de l'industrie, d'imposer le respect, d'imposer les règles que la raison scientifique nous demande. Alors, ce que je pense aussi, c'est que en marge des gestes individuels qu'on peut poser dans nos comportements, il faut aussi manifester nos exigences sur le terrain politique. Et pour ça, ben, il y a des porte-voix, il y a des représentants de la société civile, les scientifiques pour moi en tête, mais des grandes gueules aussi pour dire un instant, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, est-ce que au Québec, là, la voix citoyenne, la volonté populaire, elle a stoppé l'invasion du gaz de schiste. J'en ai été témoin. Elle a stoppé le projet de pétrolier Anticosti. Ben, au départ, là, au départ, on était une poignée. Hein, il y avait des premières assemblées de cuisine, on était 4 un vendredi soir à échanger là-dessus, à se demander comment on va réussir David contre Goliath à gagner le combat. Et au jour de la Terre 2012, on était 300 000 dans la rue, partout au Québec. Hein,
Moi, je suis allé voir l'évêché en disant, on peut sonner les cloches le 22 avril à 2 heures pour que les citoyens puissent se rassembler partout où il y a des églises, sur le perron de l'église, à lire la déclaration du 22 avril. Alors, il y a eu 250 000 personnes à Montréal, mais il y a eu du monde aux îles-de-la-Madeleine, à Rouen, à Sept-Îles, à Saint-Valérien, à côté de Rimouski. Un paquet de monde se sont... Le 22 avril prochain, tu veux faire un peu la même chose, au Parlement et ailleurs? Le 22 avril prochain, il y aura... je ne suis pas au cœur, je ne suis pas l'instigateur de ce mouvement-là, j'y contribue, j'y participe, mais il y a l'idée d'aller encercler, en donnant de la place aux jeunes, le Parlement à Québec, qui a autorité, qui décide de la suite du monde? À qui ce territoire-là appartient? Les Autochtones disent, la Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la Terre. Et qu'avant de poser des gestes où on va extraire une ressource à la Terre, on devrait penser à l'impact que ça a pour cette génération. Les jeunes aujourd'hui sont ma plus grande espérance. Ils vont prendre la rue là, après-demain. Ils prennent la rue tous les vendredis. La plus grande autorité pour moi en la matière présentement, la personne qui me donne le plus d'espoir, c'est une jeune Suédoise de 16 ans. Elle s'appelle Greta Thunberg. Pour moi, là, c'est la grande autorité. Et elle n'était pas sur le radar, tout à coup, elle a décidé quoi? De se lever. Elle a sa personnalité, elle a ses propres obsessions, un peu comme moi. Mais pour moi, c'est une grande source d'inspiration, de dignité. Elle représente aussi la suite du monde et est capable d'aller parler, d'aller en imposer aux grands de ce monde avec un discours extrêmement clair, extrêmement limpide, qui ne se perd pas dans les détails, qui dit « Nous voulons un avenir ». Et l'avenir que vous nous proposez avec la façon de développer le monde n'est pas viable. Alors, on se doit de faire bouger. Les gouvernements n'y arrivent pas. Est-ce que les peuples vont y arriver? Souhaitons-le. Moi, j'essaie de mettre l'épaule à la roue à tous les jours. Je vais me défoncer pendant un certain temps. Et par ailleurs, je fréquente la pensée qui dit que tout va s'effondrer. De Harvey Mead, qui est une des grandes autorités, qui était commissaire au développement durable, qui dit qu'il est trop tard. Le mouvement environnemental arrive à un échec et que ça va s'effondrer et qu'il fonde son espérance dans cet effondrement-là. Moi, je crains que l'effondrement, qui s'y arrivait là, dans 5 ans, dans 10 ans, comme le système financier s'est effondré en 2008, puis que les taxes et les impôts des peuples ont réussi à sauver le système financier, de banquiers qui se sont empressés de se repayer des bonus l'année d'après, on n'est pas foutu aujourd'hui de donner des investissements massifs du même ordre dans la transition qu'on devrait vivre. Alors que c'est beaucoup plus, si ça se trouve, important de sauver le monde dans lequel on vit que le système financier qui la dirige. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Ça se peut que ça s'effondre, mais ça se peut que l'effondrement mène aussi à beaucoup de violence de ceux qui auront mis la main mise sur les dernières ressources en énergie. On dit que ceux qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui vivent en marge du système. Ceux qui ne consomment pas de pétrole, ceux qui consomment peu d'énergie, qui vivent en dehors, eux vont être résilients. Tout peut s'effondrer, ils vont continuer leur train-train. Mais les prédateurs qui sont encore armés, qui ont des grandes ressources, qui vont avoir accès aux dernières ressources en énergie, risquent fort d'aller mettre la main sur ces territoires-là où l'humanité est résiliente. Alors, je ne suis pas sûr que l'effondrement, ça soit nécessairement le lieu du renouveau. Mais il est possible, je veux bien considérer ça. Je veux bien considérer que la décroissance fait partie aussi de la clé. Le pacte est un engagement à une forme de décroissance. Moi, je me suis engagé personnellement à moins manger de viande rouge. Ça ne veut pas dire saboter l'économie. Ça ne veut pas dire saboter l'économie, ça veut dire vivre différemment. Mon grand-père vivait dans un monde extrêmement différent du monde dans lequel je vis. Mon grand-père fait partie de la génération qui s'est retrouvée face à un ennemi important qui était le fascisme, l'intolérance armée extrêmement violente. Et il y a eu quoi? Il y a eu un appel des gouvernements, une solidarité entre les peuples à faire ce qu'ils ont appelé un effort de guerre. On va se rationner, les femmes vont aller travailler, on va faire un effort immense pour essayer de vaincre le péril. On est aujourd'hui face à une menace bien aussi grande, probablement encore trop abstraite par rapport au fascisme hitlérien, et c'est ça le problème, c'est que la dégradation elle a lieu, mais on n'en mesure pas toujours les impacts. Là, on voit les océans de plastique, alors on commence à réagir, mais avec peine. Les gens savent qu'il y a des océans de plastique, des canicules, mais on continue de boire de l'eau en bouteille de plastique, on continue de surutiliser le plastique à toutes sortes d'usages qui sont totalement insignifiants. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de bouteille de plastique, puis il n'y a personne qui est mort de soif, mais le capitalisme a trouvé le moyen de sortir du plastique, de créer des bouteilles qui vont faciliter la vente et puis nous vendre des chars.
sont extrêmement puissants. On a juste à sortir, voir qu'est-ce qui supporte la télévision, qu'est-ce qui supporte l'Internet, qu'est-ce qui supporte les grands festivals, les activités. C'est bien souvent l'industrie du char, du pétrole, puis des grandes routes, des grands projets routiers. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, ça prend, oui, il y a des sacrifices à faire, oui, ça va être difficile, oui, il va y avoir des pertes d'emploi, mais il faut bouger, il faut transiter. C'est quoi le plan de la transition? À quoi tu t'attends d'ici 3-4 ans du gouvernement Legault? Parce que tu sais, tes critiques, c'est pipeline ou train, pétrole d'Alberta ou arabe. Est-ce que tu vas paralyser l'économie? Qu'est-ce que tu as répondu à Mario Dumont et à Richard Martineau? Moi, je pose le constat qu'on est tous des drogués au pétrole. Je ne connais pas la recette exacte pour pouvoir dire, OK, on va passer d'un mode de vie mortifère à un mode de vie viable, mais je suis persuadé d'une chose, c'est que plus on va s'éloigner du pétrole et du gaz, plus on va se rapprocher du bonheur commun. Alors aujourd'hui, ce que je souhaite, moi, c'est que ceux qui font les lois, ceux qui décident des grands investissements, puissent se dire très bien, on va investir dans le sens d'un éloignement du pétrole ou des énergies fossiles pour aller dans le sens d'un mode de vie qui est plus soutenable. La part du lion, le grand combat qu'on a amené, c'est l'éloignement du pétrole. Alors, les gens peuvent bien dire, oui, moi je recycle, oui, moi je fais ma part avec des couches lavables, on recycle, on n'utilise plus de paille à la maison, on essaie d'utiliser moins de bouteilles de plastique. Bien sûr, il faut le faire. Mais il ne faut pas oublier les grands combats qui vont être déterminants et qui vont faire une différence. Et les trois principaux ennemis qu'il faut combattre, c'est le pétrole et le gaz. C'est donc notre façon de se transporter, notre façon de se chauffer et, pour une bonne part, l'alimentation. Malheureusement, la consommation de viande d'élevage, les élevages à grande échelle ont un impact assez important. En même temps, il y a du monde, il y a des êtres humains qui vivent de l'élevage industriel et des êtres humains qui vivent de l'industrie du pétrole et du gaz. Il faut respecter, comme du tabac, donc il faut respecter en toute justice la vie de ces gens-là et se donner des plans de transition. L'effondrement, là, ça va peut-être être un moment radical ou peut-être qu'il va déjà être trop tard. Puis les gens disent, bien, il faut se préparer à être résilient à ces circonstances-là. On est déjà dans le bouleversement climatique. Quand j'étais plus jeune, c'était une vision de l'esprit. Ça s'en venait. La pollution était là, mais on était en train d'établir les conditions dans lesquelles, là, on se retrouve aujourd'hui. Les glaces en Arctique ont fondu pas mal plus vite qu'il y a pas eu. Moi, je suis allé camper en Arctique en 2008, il y a une dizaine d'années. On a décampé, on campait sur la banquise, à une époque où les glaces commencent à fondre et à se détacher, et où donc les mammifères marins émergent, les oiseaux arrivent et les chasseurs inuits vont chasser. C'est la grande période de la chasse, au mois de mai, au mois de juin. On a décampé pendant 2 semaines où j'étais là, 2 ou 3 fois notre campement parce que les glaces rompaient à des périodes où les chasseurs, les guides avec qui j'étais, n'avaient jamais vu. Et là, moi, ça fait 10 ans que je ne suis pas allé, mais ce qu'on sait, c'est que c'est là où les impacts se mesurent de façon la plus grande. Les glaciers fondent, les territoires tout à coup émergent, le Greenland, la terre verte est en train de redevenir verte. Il y a donc des fontes radicales, des changements radicaux de territoire. On est les contemporains de ça. Malheureusement, là, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on comprend dans nos têtes. La science est éloquente et dans les powwows des chefs d'État où les scientifiques viennent informer les chefs d'État de la situation, là, 97%, ça commence à être un consensus solide. Donc la connaissance est là, la conscience de ça est là, mais on n'est pas capable, visiblement, d'opérer des gestes qui sont à la hauteur du défi qui est à relever. Parce qu'il y en a des progrès qui se font. Moi, je ne veux pas être strictement pessimiste ou alarmiste. Je pense qu'il y a lieu d'être alarmiste. Un des grands journalistes là, environnementalistes qui publiait dans le New York Times, Wallace, dit « It's time to panic ». C'est le temps de paniquer. C'est ça qu'il faut faire. Il faut paniquer. C'est pas moi qui le dis. Les scientifiques, c'est ce qu'ils nous disent. C'est le temps de paniquer, c'est l'alerte. En même temps, il faut être en mode solution. Le grand problème présentement, c'est que les solutions, elles progressent, mais elles progressent moins vite que le moteur de la dégradation. Mais les autos électriques, je vais faire un dossier là-dessus dans mon dernier numéro, puis moi, c'est sûr, d'ici 3-4 ans, c'est sûr, je pense à l'électrique. Aussitôt que ma vieille Matrix coûte trop cher, je
Je suis dans les derniers qui... Alors là, il y a une éducation à faire, puis il devrait y avoir des mesures importantes. On va se dire, OK, si on subventionne l'industrie pétrolière présentement, c'est ça qu'on fait? On subventionne l'industrie pétrolière. Est-ce qu'on ne doit pas subventionner massivement la transition vers le transport électrique au Québec? La réponse, c'est oui. On est placé au Québec. Et là, on peut créer des jobs. Cette semaine, on ouvrait une usine où on lançait les autobus Lyon, les autobus électriques. Au Québec, là, on est en période de surplus électrique pour encore un certain temps. Et les statistiques disent qu'on électrifierait tout le transport au Québec, là, qu'on serait encore dans des périodes de surplus. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour bouger? Alors, s'il n'y a pas un entrepreneur, s'il n'y a pas un Elon Musk à Bécancour qui dit « bien, on fabrique de l'aluminium, on est bon dans les batteries, on a les ressources, bien, le génie est open source, il est là. » Là, ça prend l'esprit d'entreprise. Peut-être que je devrais faire ça, mais ce n'est pas mon dada. J'ai essayé de convaincre Pierre Pellado de faire ça. Pierre-Carl Pellado de faire ça, de dire « tu es un businessman, toi, électrifie le transport au Québec. Tu vas avoir fait un geste de souveraineté extrêmement puissant. » Et on serait très fiers. Imaginons-nous que dans 20 ans, là, au Québec, on est tous passés au transport électrique et à une électrification du transport en commun massif. Et qu'on a réglé comme ça une large part de nos problèmes de congestion automobile sur les routes et de combustion. À quel point on serait fiers? Plutôt que de se dire, bien là, on va se refaire des troisièmes liens, puis on va remettre davantage de voitures, on va élargir les routes, qu'il y ait de plus en plus de voitures. Et c'est sûr que si on changeait toutes les voitures au pétrole par des voitures électriques où il y a un seul passager, on n'a pas réglé le problème de la congestion. Mais il y a aujourd'hui des applications qui permettent des changements de comportement d'une efficacité rare qui peuvent rendre la vie plus agréable. Alors, il faut... Ce que ça prend, et là-dessus, la science est assez éloquente aussi, c'est que les solutions sont là. Elles sont humainement, économiquement, technologiquement possibles. Ce que ça prend, c'est la volonté politique. Et la volonté politique, là, je regarde le paysage. Il est où le héros? Nomme-moi celui que tu dis, voici la personne en qui je crois, qui tient un discours convaincant. Je fais, oui, hey, c'est là qu'on s'en va. On a tous la nostalgie de René Lévesque au Québec. Il y a eu un ministre libéral en 1962, Tipoel, journaliste brillant, l'année où je suis né, c'est une bonne année. Qui récupère une idée qui est dans l'air depuis longtemps, depuis les années 30. On devrait nationaliser l'électricité, l'hydroélectricité au Québec. Alors, René Lévesque, avec une poignée de fonctionnaires, va mettre au point un projet, un plan, qui va fonder notre modernité énergétique. Et là, avec cette idée-là, il va partir partout au Québec, convaincre les gens que cette idée-là est bonne pour tout le monde. Et la finance de la rue Saint-Jacques à Montréal va le traiter de socialiste puis de castriste, puis on va refuser de financer son projet. Les intérêts médiatiques et financiers vont y mettre le plus de bâtons dans les roues possible, mais avec quoi? L'assentiment du peuple, avec un élan démocratique exemplaire. On s'en va en élection en disant, OK, si vous nous élisez, nous allons devenir maîtres chez nous. Et on a fondé au Québec notre modernité énergétique sur deux valeurs fondamentales. Le partage de la richesse. L'hydroélectricité, là, ça appartient à tout le monde. Même tarif pour tous. Même tarif pour tous, et les bénéfices vont profiter au bien commun, à l'intérêt collectif, et une énergie propre. L'évêque n'était pas particulièrement écologiste en son temps. Je pense que ces considérations-là n'ont même pas pesé dans la balance. Il reste que, par hasard, on a notre héritage, c'est une fortune d'énergie renouvelable, relativement propre. Elle a eu son impact, elle continue d'avoir son impact, mais ça n'a rien à voir avec l'impact du pétrole, du gaz et du charbon, ou du nucléaire. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Où est-ce qu'on a perdu confiance en nous-mêmes, dans notre pouvoir collectif de dire, voici ce qu'il faut faire, et on va le faire. Il y a une génération d'ingénieurs, de harnacheurs de rivières, de constructeurs de barrages. Oui, il y a eu des inondations de territoire, des déportations de population, il y a eu des deals difficiles, il y a eu des massacres. Je ne dis pas que ça se fait sans impact, mais aujourd'hui, on est riche
de ces sacrifices-là et on devrait être fiers du génie qu'on a développé et c'est à la portée de nos mains. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 40 ans, depuis qu'on s'est donné cet outil-là? On a continué de s'enfoncer dans le pétrole canadien en nourrissant l'illusion que c'était la voie de notre croissance et notre prospérité. C'est un leurre, c'est un mensonge. Et aujourd'hui, on ne peut pas se fermer les yeux devant ça. Mais la technologie est mature. D'ici 5 ans, on va être inondé de modèles, des centaines. Absolument. Fait que moi j'ai eu les moyens, OK? Moi, j'ai gagné le jackpot à Las Vegas, je peux m'acheter une Tesla. Qu'est-ce que je fais? Je me sens coupable. Parce que je suis un crise de riche qui a moyen de se payer un char de luxe. Puis en plus, moi, les chars, ça ne m'intéresse pas a priori. Moi, j'avais une Civic hybride que j'ai encore, qui roule encore, qui est le char de la famille, pendant que je roule en Tesla. Mais ce que je veux dire, c'est que le geste que je posais aussi, c'est de me dire, bien moi, si j'ai les moyens, je vais suivre le gars qui me donne l'impression qu'il tire le marché par en haut. Donc, je vais investir, oui, à me faire plaisir dans un char électrique parce que je suis rendu malade. Tu ne peux pas te battre contre l'industrie du pétrole puis du gaz, puis aller gazer une fois par semaine en toute conscience. Je dis, bon, je devrais y aller à pied. Bon, je fais beaucoup de transports actifs, je me déplace beaucoup en vélo à Montréal, mais bon, j'ai besoin d'une voiture comme beaucoup de monde. Il reste que je suis fier de ça. C'est une source de fierté pour moi de me dire, ben moi, j'ai investi dans cette transition-là, j'ai eu les moyens de le faire, puis je pense que la voiture électrique, l'électrification des transports et du chauffage et de l'industrie au Québec là, peut devenir la grande corvée que ça peut être, peut devenir une immense source de fierté. Legault, je pense, qu'il a compris une partie de ça. Moi, je lui ai parlé de pétrole sale dans l'intimité de son bureau. Puis j'étais très fier de l'entendre parler de pétrole sale. Puis j'étais très heureux d'aller affronter la controverse. Oui, ça traite de pétrole sale. Je n'ai pas dit que j'ai mis dans la bouche, mais je lui en ai parlé et j'étais très heureux. Moi, je lui ai dit à François Legault, j'ai 3 fils, puis si je suis ici aujourd'hui dans votre bureau, c'est parce que j'ai 3 fils et je sais que vous avez des enfants. Puis 3 semaines plus tard, j'étais très, très content de l'entendre parler, de dire dans une phrase quelque chose comme je reconnais l'urgence climatique et je ne pourrais pas regarder mes fils dans les yeux si je n'ai pas pris acte de l'urgence climatique à laquelle on fait face. Il t'a entendu. Et j'étais très heureux de l'entendre. Aujourd'hui, on peut le prendre au mot. On va dire, bien là, au moins, tu as reconnu ça, parce que ce n'était pas dans la plateforme politique. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans sa plateforme? Qu'est-ce qu'il devrait faire au niveau du transport en commun, par exemple? Moi, je pense qu'il y a une occasion historique de poser des grands gestes d'envergure. Et il faut... tu sais, on parle des petits gestes, puis je ne veux pas banaliser les petits gestes. Ils sont importants, les gestes individuels. Je pense qu'il ne faut pas se déresponsabiliser comme individu ou citoyen de l'impact de nos gestes individuels, mais les grandes différences vont venir de grandes politiques publiques. Et ça va prendre des investissements massifs. On a fait ça avec l'hydroélectricité. On s'est endetté jusque-là pour nourrir une richesse collective au profit de l'intérêt commun, de l'intérêt du peuple. Puis on récolte. Et on récolte. Alors, il faut faire ça au Québec et le potentiel est là. Mon fils, un de mes 3 enfants, moi, il bâtit des maisons, il est en éco-construction. Il annonce là-dedans. Polytechnique, un cerveau jeune, brillant, préoccupé de la suite du monde. Il décide tout à coup de s'associer avec du monde qui monte des charpentes avec des produits nobles, le bois, et qui développe des techniques en atelier assez belles. C'est un objet de beauté et c'est une source d'un réel progrès. Là, le défi, c'est d'être aussi compétitif que la maison traditionnelle qu'on bâtit avec le Gyproc, puis de dire, bien, regarde, il faut faire un effort de transiter. Et son entreprise est florissante. Elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice d'un embellissement de notre paysage, alors que généralement, la tendance dans l'architecture a été de massacrer. On a plastifié nos villages avec du clabard de plastique. C'est odieux de voir. On voit des villages pauvres sur des photos il y a à peine 50 ans qui ont un charme fou et la prospérité des 30 Glorieuses a aussi occasionné un massacre du paysage tellement honteux. On les compte sur les doigts de la main, les beaux paysages qui ont été bien préservés au Québec. Le plastique a pris toute la place, les matériaux nobles ont été remplacés par de la cochonnerie et on a laissé faire. Ça dure 10 ans en plus. Ça dure 10 ans, alors que chaque village avait son ferblantier. Aujourd'hui, il faut courir des milles et des milles pour savoir des gens qui sont capables de faire des toits à l'ancienne avec des matériaux nobles, ou l'hiver, quand tu as des tonnes de neige, là, la neige s'écoule très bellement parce qu'il y a un génie qui, depuis des siècles, a mis patiemment, avec peu de moyens, aux sources des lignes, une architecture qui est adaptée au paysage. Puis tout à coup, là, on arrive avec nos gros moteurs,
puis nos produits cheap qu'on se fait livrer à grands frais de pétrole, puis on massacre le paysage. C'est d'une tristesse. Les mecs maison à Brossard. Les mecs maison à Brossard. Mais là, toi, tu es le riche qui veut faire la morale aux pauvres, Ouais. parce que les gens n'ont pas les moyens d'agir Ouais, comme toi. ouais. Je pense que la question climatique ne se réglera pas sans justice. Le privilège du riche, c'est d'avoir du temps, d'avoir de l'argent et d'avoir du temps. Moi, je n'ai pas volé mon argent, hein, soit dit en passant, j'ai travaillé fort. J'ai été chanceux. Tout à coup, j'ai rencontré un cirque qui a rencontré les Beatles, puis qui m'ont offert une belle gig. Puis moi, ce que je savais faire dans la vie, c'est des shows, donc je ne veux pas m'en défendre, mais oui, j'ai été privilégié. Et je pense que oui, je reconnais le fait que je suis un privilégié de ce monde. En même temps, moi, je la vis, la crise morale. Et on me dit que je fais la morale. Je pense qu'on vit une crise morale, puis je pense qu'il faut se faire la morale à nous-mêmes. On doit se dire, il y a des choses qui sont bonnes, puis il y a des choses qui sont pas bonnes dans nos comportements, puis on doit poser un jugement moral. J'assume. Moi, probablement qu'il y a un côté curé en moi, là, les caricatures, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, je suis devenu le père vert, là, le curé qui fait la morale avec sa soutane verte. Bon, moi, je veux bien, ça me fait rire. Des fois, ça m'écoeure aussi là, de voir qu'on essaie de me discréditer et de me donner des gens bêtes, alors que j'essaie de jouer aussi à l'homme de bonne volonté. Mais j'assume cette contradiction-là. Je pense qu'il faut mettre la justice au cœur du débat. Et les Gilets jaunes, cet automne, sont venus nous donner une très belle leçon. La taxe sur le carbone, la taxe sur l'essence, c'est une bonne mesure. C'est une bonne taxe. Mais on ne peut pas écœurer les gens qui payent déjà des taxes puis qui ne sont pas toujours sûrs de l'efficacité de leur investissement comme citoyens à payer des taxes, voyant que ceux qui s'en tirent avec le plus de richesse ont des jets privés, ils peuvent partir avec le magot puis aller le mettre à l'abri de la taxe et de l'impôt dans des paradis fiscaux. Alors moi, je pense que si j'avais été français à l'automne, j'aurais porté un gilet jaune. Je pense que les gilets jaunes, malgré le fait que j'étais en accord, je suis en accord avec, il faut taxer le carbone, il faut taxer le pétrole et le gaz. Comme on a taxé la cigarette, c'est des mesures, il faut se servir de ces argents-là pour pouvoir faire des investissements verts dans la bonne direction qui vont financer la transition. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est une bonne mesure, la mesure de la taxe, mais elle doit être juste. Donc, il faut mettre au cœur de la réflexion, et ça prend des débats, ça prend des lieux de rencontre où on dit, bien, on reconnaît le problème. Je pense que le constat y est posé. On essaie de faire ça au Québec, d'être capable de dialoguer sans se lancer des roches. Les tomates, ça fait moins mal. On devrait être capable, puis en quelque part, je perçois chez les caquistes une ouverture que je ne percevais pas autant chez les libéraux, qui avait l'arrogance de dire, on le sait, là, on n'a pas besoin de vous entendre, on sait comment procéder, puis on va vous donner quelques mesures ici et là pour vous faire taire, pour arrondir les coins, mais on procède. On continue, nous, à croire que la croissance et la prospérité sont la voie ultime, et en quelque sorte, on va essayer de s'occuper le dimanche après-midi de ne pas trop dégrader le monde dans lequel on vit, mais du lundi au vendredi, on opère, nous autres, les jeunes, fait que les maringouins, là, vous pouvez bien faire vos maringouins, mais nous, on procède. Il y a de ça chez les caquistes encore, mais je sens par la candeur, la fraîcheur en quelque sorte, ce n'est pas des politiciens expérimentés qui sont enracinés. Je sens qu'on a peut-être avec eux une chance d'influence qu'on n'avait pas avec les libéraux. Il y a des hommes et des femmes au Québec de bonne volonté qui sont déjà à l'œuvre. Je les fréquente, je les vois. Des gens qui ont une vision d'avenir et qui sont en train aujourd'hui d'être en action. C'est des créateurs d'emplois, c'est des créateurs de nouveaux modes de vie, c'est des gens qui inventent un art de vivre dans lequel qui nous amène vers un monde dans lequel on a envie de se projeter. La gang d'Arbres Évolution ont décidé, voyant d'une part les besoins en arbres de l'industrie de la construction ou d'une industrie d'éco-construction qui a besoin de matériaux nobles pour se bâtir, ils ont vu la nécessité de reboiser, de replanter, et se sont rendus compte aussi de la beauté de l'expérience de la plantation et d'un outil d'éducation extraordinaire. Alors, à mobiliser des corvées de plantation avec l'idée que la plantation d'arbres demeure une façon de compenser de la pollution qu'on va continuer de faire. Bien sûr, on est en train de s'acheter un droit de polluer, mais il y a un grand besoin aussi de reboiser le territoire qu'on vit.
avec la mobilisation d'entreprises, de municipalités, de communautés, d'êtres humains, de jeunes, des enfants qui vont décider de mettre la main à la pâte pendant quelques heures, pendant quelques jours, à reboiser, à modifier le paysage, qui vont voir aussi, au fil des ans, le paysage se métamorphoser par leur œuvre, pas dans le sens de la dégradation, dans le sens d'un monde viable, d'un monde soutenable, d'un monde dans lequel on veut vivre. Arbre Évolution, j'ai été en lien avec eux par toutes sortes de circonstances et on a mis sur le site du PAC leur lien en disant bien sûr que votre billet pour Cuba ou pour Miami, là, il est déjà acheté, vous allez faire un vol l'année prochaine, mais ou pendant le temps des fêtes, mais il y a moyen de compenser. On n'est pas en train de dire que c'est parfait, mais il y a moyen de calculer l'impact de votre vol en avion, le nombre d'arbres que ça représente, puis il y a des gens qui organisent des corvées de plantation, qui rendent des communautés heureuses, puis qui embellissent des paysages et qui font en sorte que quelque chose se passe. Et c'est garanti que ça dépollue l'air. C'est garanti. Et là, on parle d'Arbre Évolution, mais il y en a plusieurs là, au Québec, plusieurs pratiques similaires. Et il y a eu un mouvement, il y a eu un impact immédiat là, dans les jours qui ont suivi le lancement du PAC. Tout à coup, il y a eu un succès. Ça me fait plaisir de me dire qu'avec la force du nombre, on est capable d'avoir des impacts réels qui vont dans la bonne direction. Alors, Arbre Évolution, pour moi, c'est l'exemple du Québec de la transition. Il y a un Québec de la transition qui revendique, qui constate, qui alerte. Moi, je fais partie de ceux qui sonnent l'alarme, qui contestent, qui revendiquent. Mais il y a des gens qui sont aussi en mode solution. Je ne dis pas que je suis en mode solution, mais je sais que moi, c'est mon esprit critique qui mobilise. Mon Dieu que ça me fait du bien de savoir, de sentir que par centaines, par milliers au Québec, il y a des gens qui sont à l'œuvre, qu'il y a des business, des entreprises qui fonctionnent bien, qui sont créatrices, non seulement d'emploi et de prospérité, mais d'un meilleur avenir. Alors, c'est de ce côté-là des choses qu'il faut s'en aller, puis il faut valoriser, il faut fréquenter ces gens-là, il faut dire, il y a des solutions possibles, puis peut-être, oui, qu'à court terme, tu penses que ça te coûte un petit peu plus cher que le mode traditionnel, mais fais tes calculs comme il faut sur le long terme. Mets dans la balance le monde dans lequel tu veux vivre, la beauté du monde dans lequel tu veux vivre, l'art de vivre que tu veux fréquenter puis tu veux nourrir, puis tu vas voir que ton investissement de ce côté-là des choses est bien plus payant. L'importance de la biodiversité aussi. Absolument. Tu as l'Australie qui va replanter 1 milliard d'arbres. ouais. Tu as la Chine qui a envoyé 60 000 soldats pour planter des arbres. Exact. Je pense que la Il y a plupart des des beaux exemples. familles, Ouais. je pense que la plupart des familles ont 300, 400, 500 piastres par année s'ils veulent vraiment s'impliquer. C'est ça. Moi, j'avance pas trop sur ce terrain-là parce que je suis riche. Fait que j'essaie, Ouais. je laisse Moi, je ça. le fais chaque année, je ne roule pas sur l'arbre, mais c'est vraiment du concret qu'on peut faire. Ah ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est important en terminant d'avoir 1 million de signatures pour le PAC? Ça a été lancé le 2 novembre. Il y a 266 500 personnes en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'élection provinciale à l'automne, mais penses-tu vraiment que ça va faire réfléchir le gouvernement? On est déjà à 250 000. 250 000 de personnes, c'est déjà une masse critique importante. Il y a des gens qui rapidement ont dit « Oui, moi, je m'engage, je comprends ça, je vais faire ma part et je vais exiger que les gouvernements fassent leur part. » Donc, il y a déjà une masse critique forte qui existe. Quand il était temps d'appuyer les citoyens d'Abitibi dans le dossier de la minière, là, qui menace l'ESCAR, on a envoyé un message aux signataires du pacte. En quelques jours, on a fait monter la pétition. Le gouvernement qui se refusait de déclencher les audiences publiques a dit « Oui, très bien, on va déclencher les audiences publiques. » Le pacte est une force. Avec la force du nombre, on est capable d'influencer le cours des choses. Je pense que l'impact, a priori, là, ça a été largement médiatisé. Le focus a été donné sur l'impact des gestes individuels. Pour moi, la grande cause autour de laquelle il faut se rassembler, c'est l'influence qu'on peut avoir sur le politique, sur les investissements, les lois. Je pense que c'est extrêmement important que les gens signent si on croit que la force du nombre peut faire une différence. Je pense qu'il faut en imposer à l'influence indue des grands lobbies. On le sait qu'il y a de la corruption. On le sait, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté dans la grande industrie, mais l'industrie est souvent aussi porteuse, pas du meilleur, souvent aussi du pire. Alors, il faut être capable de dire, oui, ton esprit d'entreprise, on le reconnaît, on le salue, on l'apprécie, mais on pense qu'il y a des règles qu'on doit se donner, que ça prend des limites de vitesse, ces autoroutes, ça prend des stops au coin des rues.
Parce que s'il n'y a pas de stop au coin des rues, il va y avoir plus d'accidents. Et là, on vit dans un monde où la science nous dit, si on continue à se comporter comme ça, les accidents, il va en avoir de plus en plus. La sécurité de l'humanité est mise en cause. Alors, ce que la force du nombre peut nous donner, c'est de dire, ça prend des règles, ça prend des lois, ça prend des cadres, ça prend des limites au-delà desquelles, au nom de la qualité de la vie sur Terre, on va dire, non, ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous arrêtez ici. Jusque-là, vous pouvez y aller. Mais là, vous vous arrêtez parce qu'il y a une humanité, parce qu'il y a une nature à protéger qui est plus importante que le rendement aux actionnaires. Mais acheter, c'est voter. C'est sûr que notre pouvoir d'achat il est aussi, sinon plus important que notre vote une fois tous les 4 ans. Puis qu'on fait des choix importants par la consommation qu'on fait. Les industries nous écoutent beaucoup plus que les politiciens. Exactement. Donc, il y a aussi dans notre pouvoir d'achat, si on se disait là, demain, là, on ne le fera pas, là, mais si on se disait, OK, c'est fini, bouteille de plastique. On n'en achète plus. Dans mon pouvoir d'achat, je fais, non, j'en achète plus de bouteilles de plastique. Bien, le marché de la bouteille de plastique